C'est un redoutable honneur pour moi d'avoir été placé hier par la confiance unanime des représentants de la nation à la tête de l'État sénégalais. Et vous savez, ce sont tous des femmes et des hommes de talent. Je le crois, l'Afrique peut avoir son destin en main. Je suis venu dire que l'Afrique a assez subi le fardeau de l'histoire. Nous sommes un pays apaisé, un pays qui n'a pas de tradition de violence, un pays connu mondialement pour son climat fait de stabilité, de fraternité, de convivialité. Bienvenue dans ce nouvel épisode, merci d'être là, parlons-en. Hello tout le monde, très content de vous retrouver, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes, un très bon nouvel an et d'ailleurs mes meilleurs vœux pour cette année 2023, que ce soit une année d'accomplissement et que vraiment la grâce de Dieu demeure sur vous tous. Désolé, je sais que nous étions censés nous retrouver depuis la semaine du 26 décembre, mais je suis malheureusement tombé malade. J'ai eu une extinction de voix complète. Elle a pris un certain temps à revenir, mais d'ailleurs je suis toujours en train de récupérer mon timbre de voix, mais ça va beaucoup mieux, par la grâce de Dieu. Je reviens petit à petit, et désormais normalement nous devrions être lancés de façon régulière. Donc, sans plus tarder, passons directement au thème que nous sommes censés traiter et aborder aujourd'hui. Donc un petit rappel, quels sont les défis auxquels le Sénégal fait face aujourd'hui ? Ce sont des défis notamment dans la gestion de la croissance, de la distribution des richesses et du développement et de la structuration de son économie. On peut dire que ce sont les trois défis majeurs auxquels le Sénégal fait face. D'ailleurs, tout pays en voie de développement fait face à ces défis-là et nous allons voir quelles sont les voies et moyens que nous pouvons étudier et qu'est-ce que nous avons comme constat de la situation actuelle pour pouvoir justement dessiner quels sont les plans futurs à avoir, quelles sont les voies et moyens pour répondre à ces différents défis. Donc je vais récapituler rapidement. C'est la gestion de la croissance économique, la distribution ou répartition des richesses qui ont été générées et le développement, structuration de l'économie. Comprenons par là que c'est le secteur privé, l'industrialisation et la création de géants nationaux. Nous allons donc aborder ces trois défis au travers de trois parties. Nous allons commencer par la première aujourd'hui, d'ailleurs c'est le sujet de ce premier épisode. Nous allons aborder donc la croissance économique, la gestion de la croissance économique. On voit que depuis 2014, nous avons eu des taux de croissance du PIB qui sont supérieurs à 5%, excepté pour 2019 et 2020, qui s'expliquent notamment par le Covid, mais 2021 a marqué un retour de cette tendance de plus de 5% de croissance avec un taux de 6,1%. Nous traitons de la gestion de cette croissance économique, mais aujourd'hui, comment est-ce qu'elle se quantifie ou à quoi peut-on la comparer? Nous allons prendre en exemple les autres pays de la zone UEMOA dans laquelle nous sommes. Si on prend un exemple, le premier pays de la zone UEMOA, c'est la Côte d'Ivoire. Et assez loin derrière, on retrouve en deuxième position le Sénégal. Donc je vais vous détailler quels sont les PIB par pays. La Côte d'Ivoire est à 58 988 milliards d'euros. Et le Sénégal est à peu près à la moitié de ça avec 23 354 milliards d'euros en deuxième position. Donc c'est pour vous expliquer à quel point le Sénégal est derrière la Côte d'Ivoire dans la zone UEMOA et à quel point la Côte d'Ivoire tire la zone UEMOA. Aujourd'hui, le Sénégal produit beaucoup moins de croissance que la Côte d'Ivoire. L'argument de la différence en termes de population est d'une certaine façon une excuse. Il y a une différence d'à peu près 10 millions d'habitants. Donc pour moi, cela ne justifie pas le retard. Donc si l'on se concentre sur la structure de la croissance économique, il nous est plus simple de comprendre d'où peut venir cette différence d'efficacité économique. Je vais prendre 2 points que je tiens à préciser ne sont pas exhaustifs. Ces 2 points seront la balance commerciale et la main-d'œuvre. On peut remarquer que la balance commerciale est déficitaire et ce depuis les indépendances et il ne cesse de plonger depuis. Cela signifie simplement que notre économie n'est pas suffisamment compétitive au niveau local, régional et international. C'est quelque chose que nous devons régler. Pourquoi notre balance commerciale est déficitaire? C'est-à-dire que nous importons plus que ce que nous exportons. Mais pour pouvoir exporter, il faut pouvoir produire des biens et services fortement demandés à l'international. Il faut pouvoir maîtriser le processus de transformation. Il faut pouvoir amener de la valeur ajoutée viable sur le marché international. Sans oublier qu'une balance déficitaire participe profondément à l'aggravation de la dette publique du Sénégal, qui représente près de 73,2% du PIB. On importe et emprunte beaucoup. Ça ne va pas ensemble pour une bonne santé financière. Quels sont les éléments nécessaires pour une croissance économique viable?
Déjà, il faut posséder les ressources à exploiter et transformer. Il faut avoir le savoir-faire qui va avec, sinon impossible d'exploiter et de transformer quoi que ce soit. Et pour finir, il faut pouvoir regrouper la main-d'œuvre, les ressources et les moyens de production dans des entreprises locales pour pouvoir représenter le pays sur le marché local, régional et international. Cela crée de facto du travail pour la population et participe à réduire le taux de chômage qui est élevé actuellement au Sénégal, qui est aux alentours de 22%. Cela augmente le niveau de vie de la population. Il faut garder aussi en tête une chose, qui est que la population du Sénégal est passée du simple au presque double en une vingtaine d'années. Environ 9 millions en 2000, on est près de 18 millions en 2022. Donc la population est grandie et continue de croître de façon très rapide. Le point plus que positif, c'est que nous avons une population très jeune. L'exode rural, ça a justement été une partie de la population qui a quitté l'intérieur du pays pour venir trouver une meilleure qualité de vie et un plus grand pouvoir d'achat au niveau de la capitale, sa banlieue et sa région. Dans un sens, c'est très bien, parce que c'est de la main-d'œuvre. Le seul problème est de savoir si la demande des entreprises pourra permettre d'absorber ce flux de personnes, ce flux de main-d'œuvre. La deuxième chose est de savoir si cette main-d'œuvre-là qui vient vers la capitale est qualifiée pour pouvoir répondre à la demande de ces entreprises-là. Ces points sont pour moi les problèmes majeurs dans la gestion de la croissance économique. Dans ce sens d'une main-d'œuvre qualifiée, je vais faire une transition vers le système éducatif, qui aujourd'hui a des carences énormes parce qu'il n'est pas en mesure de produire du personnel de qualité en grande quantité et à un coût abordable. Nous ne formons pas du personnel dans des domaines où nous avons des besoins. Le premier étant justement l'agriculture, qui devrait être la colonne vertébrale du développement économique du Sénégal. Mais c'est un secteur qui a été délaissé, notamment lors de cet exode rural. Et pourtant, de nombreux programmes et fonds ont été mis en place pour que ce secteur puisse être développé. Je pense notamment au programme Goana du président Abdoulaye Wade, qui était un programme de 344 milliards de francs CFA, qui n'a pas permis d'atteindre cette autosuffisance alimentaire tant souhaitée. On pense aux différentes actions du président Macky Sall et de son gouvernement pour y arriver par l'allocation de budget chaque année, la recherche de solutions dans l'agroécologie. Seulement, le résultat est là. Près de 40% de la population sénégalaise est toujours en position d'insécurité alimentaire. Parce qu'il faut savoir que le Sénégal ne se limite pas à Dakar, Thiès, Saly. Non, il y a d'autres régions dans le Sénégal. Il y a d'autres villes. Et dans ces villes et dans ces régions, certaines populations n'arrivent pas à manger à leur faim. Ces populations n'ont pas suffisamment d'accès à l'eau. Il y a beaucoup de choses encore qui ne sont pas accessibles pour eux. C'est pour ça qu'il faut garder en tête, le Sénégal, ce n'est pas juste Dakar. L'explication de cette insécurité alimentaire-là est simple. Nous ne produisons pas ce que nous mangeons. Et cela nous ramène encore une fois au fait que notre balance commerciale est une balance commerciale déficitaire. Tout ce que l'on mange ou la plupart des besoins des ménages sont importés la majeure partie de l'année. Pourquoi je dis la majeure partie de l'année? C'est parce que durant certaines périodes de l'année, l'État bloque l'importation de certains produits pour permettre aux producteurs locaux de vendre et d'avoir un meilleur prix. Seulement, cette production devrait pouvoir être beaucoup plus soutenue afin de pouvoir mieux répondre aux besoins alimentaires de tout le Sénégal. C'est quand même grave qu'avec toutes les techniques agricoles connues dans le monde en 2023, que le Sénégal dépende encore de la pluie pour pouvoir produire des ressources. C'est terrible. J'aimerais faire une petite comparaison entre notre main-d'œuvre et l'une des meilleures au monde qui se trouve en Chine. La Chine aujourd'hui a eu une forte croissance qui certaines années s'est illustrée par une croissance à double chiffre, 10, 11%, etc. Mais cette croissance était adossée à des performances d'entreprises locales, c'est-à-dire qu'il y a eu de nombreuses entreprises qui ont attiré des investissements étrangers de par leur rapport coût-qualification. Seulement, cet arrangement a été bénéfique tant pour les locaux que pour les pays développés. C'est-à-dire que dans les deux sens, les pays développés recevaient des produits de qualité, mais la Chine s'est arrangée pour pouvoir également bénéficier d'un certain transfert de connaissances et de compétences au niveau de leur main-d'œuvre locale. Ce n'est pas pour rien que, à un certain moment, on a surnommé la Chine l'atelier du monde. La Chine, lors de ces dernières décennies, produisait la majeure partie des produits finis ou semi-finis qui étaient vendus dans le monde. Voilà pourquoi, lors de la crise du Covid, on a remarqué qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans les chaînes de production du monde, parce que tout était centralisé en Chine.
Désormais, beaucoup de pays commencent de nouveau à mettre leur processus de production dans leur propre pays. Je vais prendre l'exemple des États-Unis et de l'Europe. Avec la production de pièces technologiques du genre les puces qui vont dans les téléphones, dans les ordinateurs, dans les voitures. On a remarqué que les prix de ces différents produits-là ont énormément augmenté parce que la Chine avait la main mise sur la production de ces pièces-là. Donc, ça a amené un certain déséquilibre au niveau du marché mondial. Voilà pourquoi ces pays et ces zones, parce que je parle des États-Unis et de la zone Europe, ont décidé petit à petit de remettre leur processus de production dans leur pays afin d'assurer une certaine sécurité pour leurs entreprises locales. Donc, si on fait un petit comparatif rapide à la Chine en termes de main-d'œuvre, la main-d'œuvre chinoise est très qualifiée pour un coût très abordable. Un exemple clair, comme je vais vous donner un exemple clair. Combien de travaux au Sénégal ont été confiés à des entreprises chinoises et non pas à des entreprises locales? C'est justement parce qu'ils ont un savoir-faire et un coût qui bat beaucoup de concurrence, notamment dans d'autres pays. Donc voilà. Comparativement, nous avons une population certes qui est jeune, mais qui est beaucoup moins qualifiée pour pouvoir répondre aux besoins massifs en main-d'œuvre spécialisée dans certains domaines au Sénégal. Nous avons donc besoin d'une meilleure qualité de formation de notre main-d'œuvre locale afin de pouvoir attirer largement plus d'investissements et organiser un meilleur transfert de connaissances et de capacités. Donc, sachant que nous avons un travail sur la main-d'œuvre, il est aussi important de pouvoir développer des entreprises locales qui vont devenir des géants. Et dans ce sens-là, il est important de pouvoir accompagner la frange de la population qui entreprend afin de créer des choses, afin qu'ils puissent devenir nos géants locaux et qu'ils puissent compétir au niveau local, régional et international. Car aujourd'hui, très peu sont les entreprises sénégalaises qui peuvent compétir à une échelle locale, régionale et internationale. C'est vrai que c'est tardif, mais en 2019, le président Macky Sall et son gouvernement ont participé à la création d'un certain protectionnisme pour les jeunes entreprises sénégalaises en leur allégeant les taxes pendant 3 ans. Et c'est là le rôle de l'État, de mettre en place un environnement favorable à la création et à la croissance de géants locaux. Parce qu'au niveau local, il ne faut pas oublier qu'on a des géants internationaux dans beaucoup de domaines. Je vais prendre un domaine simple, celui des énergies. On a la crème de la crème, et je vais en citer quelques-uns. Total Energy, Vivo Energy, British Petroleum alias BP, etc., etc. Donc pour pouvoir peser, il faut que notre savoir-faire soit au top et qu'il soit reconnu, mais qu'il soit également protégé. Le coût de la main-d'œuvre au Sénégal n'est pas élevé et c'est un point positif. Mais si la main-d'œuvre est moins chère, mais que la qualité de production ne suit pas, au final, ce n'est pas bon. Et si on ne répond pas à ces standards internationaux en termes de qualité de production, personne ne verra l'intérêt de venir investir dans nos pays. C'est pourquoi il est important qu'aujourd'hui, notre système éducatif ne sacrifie pas nos élèves et nos étudiants qui sont le relais de la main-d'œuvre de demain. Il est aussi important qu'au niveau de ces mêmes jeunes et de ces étudiants, qu'il y ait une orientation qui soit faite dans les domaines utiles au pays. Non pas juste de former des gens pour dire qu'on les a formés, car ce n'est pas utile, mais il faut pouvoir justement les orienter vers les domaines nécessaires dans le développement du pays. Donc voilà les points que je voulais soulever en termes de gestion de la croissance économique, parce qu'il ne faut pas oublier que la gestion d'une croissance économique se fait par la main-d'œuvre, les ressources et les moyens de production qui y sont alloués. Si ces trois-là ne fonctionnent pas ensemble, il n'y aura pas de gestion de croissance économique viable sur le long terme. Ça va amener beaucoup d'endettement, ça va amener beaucoup de problèmes de chômage et c'est ce que l'on constate aujourd'hui. Donc je vous invite à me rejoindre pour la deuxième partie où nous allons plus nous concentrer sur les différents acteurs qui portent l'économie du Sénégal et on se concentrera aussi sur savoir quelles sont leurs incidences et en quoi ils influencent notre économie. Donc j'espère que cette première partie vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager et on se retrouve d'ici vendredi pour justement partir sur la partie 2 qui sera la suite de cette partie 1 et j'espère que cela vous aura beaucoup plu. Passez une excellente journée, une soirée, peu importe le moment où vous écoutez. Que tout se passe absolument bien pour vous. Au revoir. Merci à vous d'avoir été là. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes YouTube, Deezer, Spotify. Ce fait un plaisir de vous avoir avec nous.